BDO. On ne peut pas faire ce métier sans être un peu affectif ou émotif. Qu'est-ce que c'est le private equity? Si on résume en 2 mots, au-delà de l'argent, c'est un accélérateur. La rigueur du chiffre, la rigueur de l'analyse, la rigueur du jugement. Dans mon métier, tu es un investisseur. Et à la tête de nos boîtes, il y a quelqu'un qui incarne la boîte. Sinon, ça ne marche pas. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Rambaud, président du groupe Ciparex et président de France Invest. Bertrand a débuté sa carrière chez Ciparex en 1991 avant de rejoindre PwC en tant que partner dans le département Transaction Services. Il revient chez Ciparex en 2002, puis a été nommé président du groupe en 2009. Sous sa direction, Ciparex est devenu l'un des principaux acteurs indépendants du capital investissement en France, avec environ 4 milliards d'euros sous gestion. En tant que président de France Invest, l'association française des investisseurs pour la croissance, Bertrand Rambaud joue un rôle clé dans la promotion et le développement du capital investissement en France. C'est un plaisir de le recevoir aujourd'hui pour discuter de son parcours, de la mission de Ciparex et des perspectives du capital investissement en France. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, où tu es né et peut-être les premières années de ta vie? Est-ce que tu avais des gens, des parents, dans les affaires? Voilà, quel était l'environnement? Écoute, donc moi aussi je suis très heureux d'être là et toujours très heureux de pouvoir témoigner sur ce super métier qu'on fait qui est celui du capital investissement ou du private equity, on verra le terme que tu veux retenir. Voilà, donc écoute, moi j'ai 60 ans, je suis né dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Saint-Étienne pour être précis, où j'ai fait... J'ai failli faire une bourde en disant lyonnais, donc j'ai bien fait de me retenir. Mais... Non, mais je le suis devenu un peu quand même. Je suis devenu un peu... Non, voilà, donc Saint-Étienne, où j'ai fait mes premières études, et puis après j'ai intégré l'EM Lyon, donc c'est là où j'ai mon début d'aventure avec Lyon. Et puis, voilà, une raison particulière au choix du management, business, etc., ou un parcours que je qualifierais? Non, je suis d'une famille nombreuse, d'une famille plutôt issue du monde militaire, du monde de la grande entreprise. Donc, par contre, une famille issue du monde de l'engagement. Je pense que voilà, l'engagement, certainement un peu aussi du travail, de la ténacité. Ça, je le retrouve dans mes fonctions de dirigeant. Pas tellement issu du monde de la finance. J'étais dans mes frères et sœurs ou dans ma famille, voilà, un des seuls à avoir choisi cette voie-là. Voilà, et donc j'ai fait l'EM, et puis après, comme ça se faisait souvent à l'époque, je suis rentré dans l'audit, puisque c'était l'audit qui existait, c'était en 87 exactement, et où j'ai rejoint un cabinet qui s'appelait Coopers & Lybrand, qui est depuis devenu PwC. Et ce que moi, j'étais un homme un peu de chiffres, j'aimais les chiffres au début, et puis travaillant dans les chiffres, je suis assez tombé amoureux et je pèse mes mots, du monde de l'entreprise. En fait, ce que j'aimais dès le départ, et ce que je fais encore aujourd'hui, alors évidemment différemment, j'aimais bien faire parler les chiffres. Alors, quand je te dis ça, Arnaud, je pense que ça te parle. Je suis convaincu. Parce que c'est ton métier. Voilà, donc c'était pas... Et ce que j'ai découvert à travers ça, c'est le monde de l'entreprise, histoire de boîte. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une curiosité, un intérêt pour les histoires d'entreprise, et des rapprochements, des mariages, des développements. Voilà, tout ça m'a toujours un peu fasciné. Voilà, et puis, comme tu l'as rappelé, au bout de quelques années d'audit, qui était à l'époque de l'audit traditionnel, faut ramener ça dans le contexte, à Lyon, j'ai eu l'opportunité de rentrer comme chargé d'affaires dans un groupe qui s'appelle Ciparex, à Lyon, où là j'ai fait mes classes d'investisseurs dans une équipe où à l'époque le métier était bien différent de celui d'aujourd'hui. Je connais bien le parcours audit, TS,
Donc accompagnement de transactions et puis ensuite le métier d'investisseur. Vous nous prenez beaucoup encore de collaborateurs dans l'industrie. Donc bon, je dirais que c'est un parcours de formation classique. C'était déjà le cas en fait. Oui, alors moi quand j'ai débuté, bon le TS n'existait pas, mais je reviendrai sur un autre passage que j'ai eu après chez PwC. Mais oui, on venait de l'audit parce que voilà la rigueur du chiffre, la rigueur de l'analyse. Je pense que le métier d'investisseur, et à l'époque c'était encore plus fort qu'aujourd'hui, était un métier assez chiffre, assez analytique. Donc en fait, plus business que l'audit pur, évidemment. Donc c'était un prolongement, une évolution qui était assez logique par rapport à cette formation. Voilà. Alors la différence, c'est incroyable quand on se met un petit peu 30 ans en arrière. C'était un métier d'abord beaucoup plus d'investisseurs minoritaires. Et on voit que ce métier a beaucoup évolué. On en parlera certainement plus longuement après. Donc on avait 5%, 10% du capital au sein d'une société familiale. Enfin, ça n'avait rien à voir. Il y avait beaucoup moins d'acteurs. Il y avait beaucoup moins de secteurs éligibles à ce métier. Donc moins de concurrence. Les valorisations n'étaient pas les mêmes. Et puis une offre extrêmement différente. Donc moi j'ai connu ce métier, pas au début, mais pas loin quand même. Parce que ce métier est né dans les années 80. Et voilà, et donc ce qui est assez fabuleux, c'est comment cette industrie, parce que je parle d'une industrie, a évolué. On ne va pas brûler les étapes trop rapidement, mais voilà, donc moi je l'ai connu à un moment où on était à côté d'une famille, on n'avait pas le droit de dire grand-chose, alors je force un peu le trait. On était aussi porté par des environnements économiques qui étaient différents. Les cycles économiques étaient plus longs. Il y avait certes des crises, mais pas de façon aussi forte ou violente de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc c'était, allez, je ne vais pas dire que c'était du capital investissement à la papa, c'est pas vrai, mais c'était un autre environnement, vraiment. Après, ce qui est resté vrai et extraordinaire, c'est qu'on accompagnait des patrons, des dirigeants, alors des entrepreneurs. Parfois, c'est un terme un peu galvaudé, je trouve. Mais moi, c'est toujours ce qui m'a passionné. Voilà, découvrir des gens, alors très souvent autodidactes, qui sont allés, qui ont une intuition, qui ont créé quelque chose et qu'on accompagne. Et ça, c'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la façon dont on fait ce métier. Et ça, moi, ça a toujours été une grande passion parce on apprend tout le temps. Moi, voilà, ça fait 30 ans que je suis dans ce business. J'apprends encore aujourd'hui d'histoires de dirigeants et d'histoires d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une... Moi, je dis souvent, on fait le plus beau métier du monde. Alors, j'en connais pas beaucoup des métiers, donc j'ai pas beaucoup de mal à dire ça, mais c'est une illustration parce que c'est très chouette d'être là où on est, actif, et à côté de gens qui sont hors normes quand même, parce que pour être patron de boîte aujourd'hui, il faut être hors normes. Voilà. Et dans mon parcours, j'ai commencé effectivement comme chargé d'affaires chez Syparex, donc à faire du commerce, à chercher des deals. Voilà, donc je me rappelle, on prenait son téléphone, on appelait des dirigeants, on tombait sur l'assistante pour essayer de parler au patron, qui voulait dans 80% des cas pas nous parler. Enfin, c'était ça mon métier. Et donc je venais de l'audit, machin hyper structuré. Du sales, quoi. Oui, exactement. Voilà. Et puis après, je suis revenu chez PwC. Alors, dans une activité qui se développait, qui s'appelle Transaction Services, bien connue aujourd'hui, mais qui débutait à l'époque. Et voilà, je suis reparti. Donc j'ai quitté Syparex, je suis resté 5 ans dans cet environnement-là, pour après revenir chez Syparex. Revenir à tes premiers amours. Voilà, premiers amours. Tu peux nous dire, Syparex en tant que tel, un peu la structure telle qu'elle est aujourd'hui, où vous investissez, quel type d'investissement ? Alors, Syparex, donc, un groupe qui a été créé à la fin des années 70 donc à Lyon, qui est parti... je ne vais pas être trop long sur l'histoire, mais c'est toujours très important de comprendre les racines, d'où on vient et quelle était l'idée d'origine. L'idée d'origine, c'est assez incroyable quand on en parle aujourd'hui, c'était d'aller créer des outils qui apportaient des fonds propres dans des entreprises familiales, petites, qui travaillaient très souvent en sous-traitance pour des grands groupes industriels. C'est le fait générateur de Syparex, avec, à l'époque, créé par des grands industriels qui s'appellent Michelin, et je reviendrai dessus, qui s'appelait Ron Poulin, qui a changé de nom depuis, Mérieux, etc., etc. Donc, c'est des banquiers aussi, bien sûr. Donc, c'est né de là, dans cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région industrielle exceptionnelle. Voilà. Et puis, bon, il y a du temps est passé. Donc, qu'est-ce qu'on a bâti et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ?
Donc on est un acteur important en France, effectivement, de ce business, en sachant que c'est un marché qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi. On gère un petit 4 milliards d'euros et on a créé ce qu'on appelle dans notre jargon une plateforme. Voilà, une plateforme, c'est très simple. Le métier du private equity, c'est un métier d'offre. Voilà, donc on a des lignes de métier qui adressent des besoins des dirigeants. Et donc, si je résume, on a 6 lignes de métier. Donc, on a des lignes de métier qui sont dans la transmission, dans ce qu'on appelle le buy-out, la transmission d'entreprise, plutôt des opérations majoritaires. Alors, on a une ligne de métier pour les PME, on a une ligne de métier pour les ETI, enfin, je passe vite là-dessus. Et puis, quelle histoire de Syparex. Et puis, on a aujourd'hui aussi, on a développé plus récemment, on est dans la tech, à travers une marque qui s'appelle Xange, qui est assez reconnue, donc la tech digitale. On a également une activité dans la transition énergétique, à travers une marque qui s'appelle Tilt, donc des entreprises qui sont dans ce domaine de la transition. Et puis, nous sommes également dans une forme de financement qui est ce qu'on appelle dette privée mezzanine, donc un financement intermédiaire entre la dette et le capital. Voilà, donc c'est des lignes de métier qu'on a développées au fil des années. Et ce qui est très important, et c'est là où on a vraiment gardé nos origines, c'est pour ça que je parlais des racines tout à l'heure, on est né en région. Alors, on s'est développé, heureusement, sinon on ne serait plus là. Et donc, la première stratégie a été de couvrir le territoire national. Donc, on a ouvert des bureaux, évidemment à Paris, à Nantes, à Strasbourg, à Lille, à Toulouse. Voilà. Puis, un début de stratégie internationale, puisque nous sommes présents en Italie, à Milan, on est en Belgique, à Bruxelles, on est en Allemagne, à Berlin, et puis on est aussi au Canada, à Montréal, ce qui est un peu plus original. Alors, on reste un acteur quand même assez français, puisqu'on a 75 à 80% de nos actifs qui sont en France. Donc. Mais on est en train de... Principalement PME, ETI. Alors, start-up. Ouais, vous allez donc vous on a une investissez partie en amorçage. Oui, amorçage, ce qu'on appelle l'early stage, je crois, les premiers tours de financement. Et puis après, PME, ETI. Quelque part, une entreprise familiale qui peut trouver chez nous une réponse à tous ses besoins, si tant est qu'elle a envie de nous et si tant est qu'on a envie d'elle. Mais voilà, donc on a ce spectre très large. Et je pense qu'il nous différencie, c'est parce qu'il y a plus de 400 acteurs dans ce marché. Donc c'est un marché, quand je parlais de l'origine, c'était loin d'avoir ça. Donc c'est un marché où il y a beaucoup d'intervenants. Donc le dirigeant peut faire ses courses, si je puis dire. Voilà, ce qui nous différencie, c'est ses origines territoriales, c'est le fait qu'on parlera peut-être de notre actionnariat tout à l'heure, mais on a toujours à notre capital les industriels, dont Michelin, qui est toujours là, toujours très présent. Et ça diffuse une culture. Donc je pense qu'on a une façon de faire ce métier. On aime l'industrie. Vraiment, on est financier, bien sûr. C'est notre base, notre essence. Mais je crois qu'on a en nous-mêmes cette philosophie. Et puis, on a cette présence multiterritoriale, en laquelle je crois beaucoup au territoire. Et qui nous différencie un peu d'autres acteurs qui peuvent être qu'à Paris ou... Quelles sont les qualités qu'on développe pour passer d'un métier du chiffre à un métier d'investisseur ? Écoute, c'est une bonne question. Moi, je pense que y a un point commun entre les deux, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important dans nos métiers, mais tu le connais par cœur puisque tu le fais. C'est la rigueur, tu vois, la rigueur du chiffre, la rigueur de l'analyse, la rigueur du jugement. Voilà. Ça, je crois que c'est vrai pour un auditeur, c'est vrai pour un homme de transaction, c'est très vrai pour un homme d'investisseur. Après, et c'est vrai que ces métiers que moi j'ai adorés, du conseil, de l'audit, du TS, m'ont quelque part appris à travailler, appris à réfléchir, appris à structurer. Et je pense que pour être un bon investisseur, ça ne suffit pas, mais il faut avoir ça. Et puis après, c'est un métier humain, le métier de l'investissement. Moi, je dis souvent une chose assez basique, j'en conviens, mais les 15 premières minutes, alors c'est pareil pour un recrutement, mais que je peux passer avec un chef d'entreprise, même si maintenant, moi, je suis moins en première ligne sur les deals, mais c'est de se dire, tiens, j'ai envie d'avoir un parcours d'actionnaire à ses côtés pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, ou au contraire, je n'ai pas envie. Comme lui, d'ailleurs, il va se dire, j'ai envie ou j'ai pas envie. Donc, ça veut dire qu'au-delà des chiffres, au-delà des boîtes, de leur stratégie, on fait quand même d'abord un métier humain. Et donc, je pense que dans ce métier, il faut aimer les autres. Il faut être un peu en empathie, il faut aimer avoir un parcours, de partager des histoires, de partager une aventure entrepreneuriale. Vraiment, je pense que c'est
Je conçois pas ce métier différemment, personnellement. Je conçois. Bien sûr qu'après, il y a un prix, il y a un montage, il y a un tableur, il y a un accompagnement opérationnel. On reviendra sans doute dessus parce que c'est absolument majeur aujourd'hui. Mais c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Et ce qui en fait un côté hyper intéressant, parce que l'entrepreneuriat français, on décrit souvent la France, mais l'entrepreneuriat français, il est exceptionnel. Comment le développement de Syparex, en fait, que quand on t'écoute parler, est très... tu le disais, on aime l'industrie, on aime l'entreprise, notamment en partant des régions et qui expriment quand même une certaine différenciation par rapport à certains acteurs de la place. Comment ça s'est fait et voilà, la chasse au deal et au bon deal? D'abord, comment un dirigeant va faire un choix. Alors, on va être lucide, on ne va pas se raconter l'histoire. Quand on fait une transaction... C'est quand même le prix. Voilà, il y a un petit truc qui s'appelle la valorisation. Qui sera un élément de choix évidemment majeur d'un dirigeant. On ne passe pas à travers ça. Au-delà de la valeur, il y a aussi un montage, un esprit, une relation d'actionnaire, voilà, qui s'exprime à travers un pacte d'actionnaires. Ça ne va pas être technique, mais voilà, c'est voilà, un acte qui unit deux parties et qui va définir des relations. Et il y a des fonds qui sont plus ou moins intrusifs. Voilà, donc ça, après, c'est un vrai choix d'un dirigeant. Après, il y a un autre élément, et c'est là où notre métier a beaucoup évolué. Alors, il y a un élément qui est l'humain. Enfin, je le disais tout à l'heure, nous, on fait un choix de dirigeant. Un dirigeant fait un choix d'équipe. Parce que faire entrer un actionnaire à son capital, si demain, ça se passe difficilement, on ne le sort pas comme ça. Si on veut rembourser à un banquier une dette, si on peut le faire, on rembourse. Un actionnaire, on ne le sort pas comme ça. Donc, il faut quand même... il y a la valo, mais il faut quand même bien savoir qui on a à ses côtés. Et ça, il faut le regarder. Moi, j'encourage beaucoup les dirigeants à apprendre à aller parler à nos patrons de boîte qu'on accompagne déjà. Voilà. Et puis après, il y a un élément qui entre de plus en plus en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement opérationnel. Et ce n'est pas du marketing. Là où on parlait un peu de l'évolution de ce métier, nous, et comme plein d'autres acteurs, on a mis en place des équipes opérationnelles. Donc on a des équipes qui, notamment chez nous, on a une équipe qui est digitale, donc qui accompagne les patrons de boîte sur leur transformation digitale, IA, cyber. Et j'ai une équipe climat que j'ai mis en place cette année qui accompagne tous les grands enjeux au-delà du bilan de décarbonation, mais de la feuille de route, tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur ces enjeux climatiques et qui sont évidemment des sujets majeurs. Donc c'est incroyable l'évolution de ce métier. Est-ce que moi, on m'aurait dit il y a même 5 ans que j'aurais au sein de mon groupe des équipes que je facture pas, qui sont chez moi, que je paye, pour faire ça et pour travailler sur l'actif. J'aurais dit, de quoi tu me parles, quoi. Voilà, donc ça, je pense aussi qu'il y a des dirigeants qui font un choix, comme on fait un choix de partenaires autres, par rapport à ces différents critères. Et puis, voilà, l'image aussi, je pense que l'image, la façon dont on se comporte, alors c'est lié aussi à l'humain, est un élément vraiment à prendre en considération. Et là, je dis pas qu'il y a bien ou du pas bien. On a la chance, et je préside France Invest, et je le dis parce que j'y crois fortement, d'avoir une magnifique industrie. Mais on a plein de personnalités super différentes. Voilà, donc voilà un peu ces critères d'appréciation. Mais c'est un marché dans lequel il y a une vraie offre, quoi. Il y a une concurrence forte entre les différents acteurs. Quelles sont les qualités qui ont fait que t'en arrives là? C'était quelqu'un d'ambitieux? C'était une ambition pour toi d'avoir des fonctions je pense que je suis ambitieux, oui, et heureusement, et voilà, mais pas dans l'en croquer chacun, mais j'ai une ambition, notamment pour Syparex et de ce que je veux en faire. Alors comment par rapport à tes différentes questions, moi quand je suis revenu dans ce groupe en 2002, il était dirigé par son fondateur, qui s'appelle Dominique Noulet, qui était un grand visionnaire de ce métier. Et les années passant, il a préparé sa succession, et donc j'ai eu la chance de prendre la suite en 2009. Je ne suis jamais revenu en me disant c'est moi qui prendrai la suite. C'est moi, en tout cas je viens pour ça. Non, je fais partie de ces gens qui sont inquiets de nature, mais qui sont optimistes sur le fond et confiants dans l'avenir. Et puis qui se battent pour avancer. Mais je ne me couchais pas le soir en me disant il faut que je devienne le président de Syparex.
Non, je voulais que ça marche, je voulais faire ce métier que j'aime beaucoup, je le redis. J'étais un investisseur et puis j'ai toujours été, alors pour venir au point, après j'ai eu la chance d'être choisi pour succéder. Voilà. Ce qui n'est jamais simple de succéder à un fondateur. Ça c'est vrai de partout. Je pense qu'il y a peut-être fait la différence par rapport à d'autres, au-delà évidemment, je pense, des qualités professionnelles d'investisseur, parce que sinon c'est pas possible, mais c'est l'intérêt collectif. Voilà. Moi j'ai toujours été intéressé, quand j'étais associé dans ce groupe, que je portais une ligne de métier avec d'autres, qui était l'activité buy-out, par la vie de la boîte, son développement, ses enjeux clients, on va parler des clients, qu'est-ce qu'on a envie de faire, tout ça, même les sujets internes. Ça m'a toujours intéressé. Voilà, j'étais assez ouvert à ces enjeux. Et je pense que de ce fait-là, j'avais qualité, c'est prétentieux de dire ça, mais sans doute en toi des ingrédients pour un jour devenir le dirigeant. Alors, quand on devient un dirigeant, moi, une fois de plus, je ne suis pas d'une famille de dirigeants. Je ne suis pas né en me disant je serai un jour entrepreneur. J'avais pas ça dans ma tête. Et puis, après, tu apprends à construire. Et je pense, alors tu as tout à fait raison quand tu dis, avant d'être patron de boîte, entrepreneur, on va te dire que tu es un investisseur. Enfin, dans mon métier, tu es un investisseur. Et moi, je combats ça. Je combats ça parce que nous sommes une industrie. Nous, chez Syparex, mais chez mes confrères aussi, nous sommes des entreprises. Et à la tête de nos boîtes, il y a quelqu'un qui incarne la boîte. Sinon, ça ne marche pas. Moi, j'y crois pas. Donc, elle est incarnée. Elle était incarnée par Dominique Noulet. Elle est incarnée par moi. Elle sera un jour incarnée par quelqu'un d'autre. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas pour ça qu'il faut avoir un management à la militaire, parce que le monde a changé. Et puis, comme dans les cabinets de conseil ou dans le monde du private equity, les gens, ils ne sont pas au garde à vous tous les matins. Donc, il faut apprendre à gérer une population qui a ses égos. Un peu particulière. Un peu particulière, exactement. Ce n'est pas le monde de l'industrie, quoi. C'est un monde très particulier. Et voilà, et d'arriver à gérer, à mettre tout le monde en alignement d'intérêt, surtout quand tu as différentes lignes de métier, que tu as connu de la croissance, etc. Donc, moi, j'ai un peu appris sur le terrain, en fait. Voilà. Après, j'avais la chance de très bien connaître ce métier. Ça m'aide. Donc, ça, c'était derrière moi. Je connaissais très bien cette maison un peu particulière. J'adhérais à 100% à sa culture, à son esprit. J'aime cette boîte. Et voilà, donc j'avais les prérequis. Après, il faut juste changer de costume. Ce qui a été le plus dur, juste pour partager ça, c'est de quitter la fonction d'investisseur. C'est comme peut-être pour toi, de quitter la fonction d'auditeur, de commissaire aux comptes, d'avoir ce lien business qu'on aime bien, qui est en nous, en fait. Alors, je n'ai pas totalement quitté, mais enfin un peu quand même, et de devenir dirigeant et sans perdre pied sur ce qu'est ce métier qui évolue tellement. Ça, pour moi, c'était un point difficile. Ça a été ma difficulté aussi. Ouais. Et voilà. Et on se confesse là. Ouais, mais ça a été... et au début, je voulais tout faire, quoi. Bon, et puis à un moment, tu n'y arrives plus, quoi. Alors, j'ai gardé des mandats d'administrateur parce qu'il faut rester vif, intelligent, ouvert, comprendre ce qui se passe. Ça, il ne faut jamais décrocher. Mais après, je ne peux pas porter un deal. Après, je reste dans les décisions d'investissement parce que voilà, je représente cette boîte et c'est évidemment important tout en respectant mes équipes. Et puis le deuxième élément, mais je vais dire une vérité, c'est la gestion des gens. Moi, je me rappelle un ami proche, quand j'ai pris la tête de Syparex, m'a posé la question, il me dit, mais dans ton agenda, à ton avis, tu vas passer combien de ton temps à gérer les gens? Je dis, écoute, maximum 30%. Tu te trompes, me dit-il, tu vas y passer plus des 2/3. Et c'est lui qui avait raison. Voilà, et je pense que c'est vrai chez toi, c'est vrai chez moi. Notre sujet est d'arriver à mettre en dynamique des équipes qui portent le business, parce que maintenant les perfs, les deals, moi j'ai une vision, j'ai une stratégie, j'ai ma vision des deals, mais c'est eux qui les fabriquent, c'est pas moi, c'est eux qui vont les trouver, pas moi. Voilà, et voilà, donc moi c'est de mettre les bons au bon endroit, de faire évoluer, de faire de bouger, et puis bien sûr de travailler sur un environnement stratégique qui est en pleine mutation. On parlera du secteur sans doute, mais voilà, et donc j'ai appris ça au fil de l'eau. Et une chose dont je suis assez heureux et fier,
parce que j'y crois beaucoup et on le défend beaucoup au niveau de la profession d'ailleurs. Moi, quand je suis arrivé, on était 4 associés. Je crois beaucoup enfin, on fait des métiers d'investisseurs. On met de l'argent dans des boîtes, on est actionnaire. Et donc, ce qu'on fait au quotidien, si on ne se l'impose pas à nous-mêmes, je ne vois pas l'intérêt de faire ce business. C'est pour ça, d'ailleurs, à un moment, j'étais parti de Syparex, parce que c'était trop institutionnel. Et je suis revenu parce que le président de l'époque était plus ouvert à avoir des associés à ses côtés. Je crois à ça. Et donc, moi, quand j'ai pris la tête de Syparex, on était 4 associés. Bon, après, il y a eu des départs, etc., etc. Et aujourd'hui, on est 25. Et ça, c'est une fierté parce que j'aurais pu je dirais, avoir une approche plus financière voilà, et de conserver le capital. On n'aurait peut-être pas cette taille-là non plus. Voilà. Et on a eu un modèle inverse. Et je trouve que ça a plein de vertus, évidemment qu'on connaît tous, d'embarquer les gens, voilà, d'avoir des alignements d'intérêts, de partager des visions sur le futur, et puis aussi de pouvoir préparer la suite d'indépendance qui arrivera certainement un jour. Donc voilà comment je l'ai construit. Mais moi, je suis un empirique, je suis un homme, je suis un pragmatique. C'est la vie qui m'a construit. J'ai senti des choses, j'ai vu des choses. J'espère avoir un peu d'intuition, j'espère, un minimum, parce qu'il en faut sentir les choses, en fait. Et puis bien s'entourer, quoi. Voilà. Quelles sont les grandes tendances là, que tu vois au-delà, les grands enjeux, les grands sujets, les grandes mutations, et finalement, où est-ce qu'on investit ? Ouais, alors il y a plusieurs choses. D'abord, on a on va pas trop regarder l'histoire, mais c'est toujours intéressant de voir d'où on vient, de ce marché, puisqu'on a fêté les 40 ans de France Invest cette année. Donc, il y a 40 ans, on investissait dans l'économie française 150 millions d'euros. 40 ans plus tard, 50 milliards d'euros. C'est ça l'histoire de ce métier. C'est donc un développement complètement incroyable. À travers 3 natures d'actifs, le private equity, donc prise de participation capitale, la dette privée et l'infrastructure. Bon, depuis 2 ans, évidemment, c'est plus c'est en retrait, on est plutôt entre 40 et 45, sans drame non plus. Mais il y a le marché est moins dynamique, les taux d'intérêt, l'environnement économique a généré un arrêt après une croissance incroyable et des levées de fonds plus difficiles, on parlera de nos clients. Mais c'est un palier. C'est un palier qui a généré quelques corrections de valorisation. Mais par moments, c'est bien d'avoir des paliers aussi, parce que tu respires, tu vois un peu ce qui se passe, ça ramène un peu la raison chez chacun. Voilà, parce que c'était un peu en surchauffe quand même, cette industrie. Après, je pense qu'on a l'environnement qu'on connaît en France, mais si on lève la tête, si on regarde un peu sur le futur, moi, je suis vraiment confiant sur le besoin et la place du financement privé, à savoir les 3 catégories d'actifs qu'on représente. Parce que le besoin est incroyable, en tout cas sur le monde des entreprises que nous adressons. VC, tech, start-up, PME, TI. Qui est-ce qui finance aujourd'hui en capital ces 3 typologies d'entreprises ? Le private equity, personne d'autre. Alors il y a des familles, il y a des holdings familiales, bien sûr, mais c'est notre industrie qui peut le faire. Le financement privé, à côté, la dette privée, à côté des banques, évidemment, qui ont totalement leur place, mais voilà, apporte des financements complémentaires, de nature un peu différente. Et voilà, donc là aussi, il y a un énorme besoin. Et puis l'infrastructure, n'en parlons pas. Et on a des équipes en France d'infrastructures qui interviennent au niveau mondial, qui sont absolument exceptionnelles. Donc on est dans un marché qui connaît, c'est la vie des paliers, mais sur lequel il y a des besoins qui sont absolument colossaux. Il y a des besoins de transmission colossaux, il y a des besoins de financement, on va dire rapport Draghi, on va résumer ça comme ça, qui englobe plein de choses. Voilà, donc moi je ne suis pas inquiet sur le besoin. Après, le sujet, ça va plutôt être la ressource, parce que notre métier, il est dans les principes très simples. Il est d'investir de l'argent dans des entreprises, on l'a dit. C'est nos actifs. Après, il faut bien qu'on ait des ressources. Ce ne sont pas les nôtres individuellement. C'est notre passif. Et notre passif, c'est quoi ? Ce sont nos investisseurs institutionnels, familles, entrepreneurs et investisseurs individuels qui apportent de l'argent dans des fonds. Et donc, nous, on gère des fonds qui seraient alloués dans les entreprises. Et donc, l'enjeu de notre métier, c'est d'arriver à consolider la ressource.
la ressource, donc cet argent, notre passif, si je reprends un bilan un peu comptable, c'est ma formation. Voilà. Et ça, c'est un vrai enjeu de ce métier, parce qu'on est dans une industrie qui devient plus grosse, une industrie de marque. Donc il faut toujours aller chercher des montants d'argent plus significatifs. Il faut les chercher en France, mais aussi au-delà de la France. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ça c'est vraiment un enjeu tout à fait majeur de l'industrie dans sa globalité. Après, bien sûr, on a tous les mêmes enjeux d'IA, décarbo, partage de valeur, talent, à la fois dans les entreprises dans lesquelles on investit. C'est pour ça que nous, on s'est outillés, je l'ai dit tout à l'heure. Puis on l'a en tant qu'entreprise, comme chez toi. Voilà, nous aussi, et on ne sait pas très très bien d'ailleurs comment tout ça va évoluer demain. Donc voilà, on investit, on fait des tests. Voilà. Donc, ouais, il y a à la fois une immense confiance sur le besoin, le marché. Il y a évidemment des interrogations sur comment tout ça va s'organiser demain et se structurer. Il y a des secteurs aujourd'hui qui sont, entre guillemets, délaissés par ton industrie. Parce que, tu vois, est-ce que la conviction est, s'il n'y a pas d'IA, s'il n'y a pas de durabilité, c'est pas l'avenir, on ne regarde pas. Tu vois, quelle est la lecture que tu en fais ? Alors, non, il y a deux lectures. D'abord, ce que je pense, c'est que il y a quelques années, moi, quand j'ai débuté ce métier, il y avait peu de secteurs qu'on regardait et beaucoup de secteurs dans lesquels on n'investissait pas. Je te prends un exemple, le tourisme. On n'investit pas dans ces métiers. Bon, aujourd'hui, c'est l'inverse. Je pense qu'il y a très peu de secteurs dans lesquels le private equity n'investit pas. Peut-être la promotion immobilière, parce qu'on est sur des temps, indépendamment de la crise actuelle, mais parce qu'on est sur des temps de nature très différente. Ce n'est pas les mêmes modèles économiques. Mais je pense qu'on nous voit dans tous les métiers. Donc je pense que ce n'est pas des métiers qui nous intéressent, qui sont un frein à nos investissements. Après, le deuxième élément de réponse, c'est que nous, qu'est-ce que c'est le private equity ? Si on résume en deux mots, au-delà de l'argent, au-delà des opérations, c'est un accélérateur. Nous, on a un accélérateur. On amène de l'argent, on donne des moyens, on est dans les boards, on a des équipes en soutien, on accélère la croissance. Moi, je dis souvent, on sort des Jeux Olympiques, là, on prend une ligne de départ, on met deux boîtes, les mêmes, l'une accompagnée par le private equity, l'autre pas. Tu les retrouves dans 5 ans. Il y en a une qui a doublé de taille et pas l'autre. Voilà. Enfin, c'est un peu basique, mais c'est la réalité de ce qui se passe. Donc, on est vraiment dans ce rôle d'accélération. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va chercher ? Moi, j'adore aller dans une boîte, si on parle d'enjeux de décarbonation, qui est un peu grise, mais qui a vraiment envie de devenir le plus vert possible. Ça, c'est génial. Et tu vas trouver Syparex, actionnaire de boîtes de transport. Et donc, je vais en citer une, Jackie Perreno, c'est la plus grosse société de transport routière indépendante en France. On peut dire, waouh, qu'est-ce que tu fais là-dedans avec des véhicules ? Mais la thèse d'investissement, c'est l'évolution du parc et l'adaptation par rapport aux enjeux de décarbonation et avec des tracteurs de nature différente. Donc, c'est intéressant, c'est notre rôle d'aller là-dedans. Et effectivement, si par contre tu tombes sur un dirigeant qui, je force le trait, décarbo, ça ne m'intéresse pas, l'IA, j'y crois pas, et puis la cyber, vous rigolez, il n'y a pas de risque, oui, là, on va pas investir chez lui. Mais tu vois, donc c'est plus des comportements, des projets. On est obligé de tenir compte d'enjeux sectoriels. Par contre, une boîte qui est dans l'industrie, qui travaille pour l'automobile comme pour d'autres secteurs, et j'en ai en tête quand je dis ça, et qui a une stratégie mondiale, et qui veut devenir d'un acteur européen un acteur international, qui s'intéresse à être présent en Amérique du Nord, en Asie, et qui a besoin de moyens pour ça, ouais, ça m'intéresse. Et nous, on a de très belles histoires là-dessus. Donc c'est là où moi j'aime bien l'industrie. Donc voilà, moi c'est ça ma réponse, et je pense que c'est toute la réponse du private equity. Voilà. Et donc, tu vois, et moi, il y a eu dans notre marché ces dernières années pas mal de fonds qui sont devenus des fonds sectoriels, enfin, qui ont vraiment privilégient des thèses d'investissement très spécifiques. Dans certaines thèses, ça se justifie. Tu vois, nous, on l'a fait pour la transition énergétique, il y a des super acteurs du monde de la santé, tout ça se justifie. Après, je pense quand même que d'avoir 4-5 thématiques d'investissement dans lesquelles tu te sens à l'aise, dans lesquelles tu as une histoire, tu as un track record, moi, je préfère ces réponses-là en tant qu'investisseur parce que je répartis mes risques. Aujourd'hui, on le sait, on a des cycles super courts qui peuvent se retourner. Regarde ce qui s'est passé dans l'agroalimentaire il y a 2 ans. Alors, ça va mieux aujourd'hui, mais enfin, bon, encore il y a 2 ans, tu en avais beaucoup. C'était dur. Je ne parle pas des enjeux matières qu'on a pu connaître dans d'autres métiers. Donc, nous, on est des asset managers quand même. Il ne faut juste pas l'oublier. On est là. Nos clients, c'est nos investisseurs.
Les entreprises, c'est une allocation d'actifs. Désolé pour eux, mais c'est une allocation d'actifs. Avec tout le respect que j'ai pour les dirigeants, je pense l'avoir dit. Mais donc nous, on est là pour faire de la perf, on est là pour gérer des risques, on est là pour répartir nos risques. Voilà, d'où l'importance, à mes yeux, d'avoir une approche un peu plus multisectorielle que monosectorielle. Et toi, dans les évolutions qui vont venir, moi, je pense que des gens qui connaissent bien 4, 5 stratégies, je sais pas, on peut citer la mobilité, on peut citer, je sais pas, moi, l'industrie de spécialité, enfin, tu vois, pour donner des images, voilà, me semble peut-être plus sécure et peut-être plus performant que la monostratégie, sauf des secteurs très très spécifiques comme évoqué précédemment. Si on en vient à France Invest maintenant, et donc à ton rôle de représentation de la profession, et si j'en reviens au sujet d'ambition, pourquoi tu as fait ce choix ? Écoute, pourquoi j'ai fait ce choix ? Alors, j'avais été administrateur de France Invest, et puis à l'époque, il y a quelques années, on m'avait dit tiens, est-ce qu'un jour ça t'intéresserait d'être président, puisque c'est des présidents tournantes, de patrons de sociétés de gestion, voilà, tous les qui restent 2 ans en fonction, et vraiment, je me sentais pas du tout prêt. Et puis là, le sujet est revenu sur la table. Alors moi, je vais dire 2 choses. Première chose, un peu d'inconscience et de naïveté, parce que si on n'est pas comme ça, on ne fait rien dans la vie. J'y crois. Deuxième chose, moi, cette profession, elle m'a beaucoup donné. Franchement, j'ai appris plein de trucs. J'ai une vie professionnelle voilà, chanceuse. Alors, j'ai donné de moi, hein, mais c'est pas arrivé tout seul. Mais voilà, elle m'a beaucoup donné et j'étais content de donner aussi à mon écosystème ce que j'ai pu recevoir. Et je pense que j'avais l'expérience et l'âge et l'organisation chez Syparex pour le faire. Et puis, je le disais, quand je suis devenu patron de Syparex, c'était aussi parce que j'aimais bien j'ai l'intérêt collectif. Oui, la vie des autres m'intéresse, les enjeux m'intéressent. Et ça m'intéressait d'avoir un rôle, de pouvoir porter aussi ma voix, ma vision par rapport à une industrie. Parce qu'au-delà des deals et des entreprises, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est de dire mais qu'est-ce qu'on va être dans 5 ans, qu'est-ce qu'on va être dans 10 ans. Enfin, en tant que dirigeant, tu l'es, moi je le suis en tant que Syparex, et ça m'intéresse. Et puis, dernier point, et qui est aussi important, c'est que j'étais administrateur. Il y a une belle équipe chez France Invest. Donc ils sont pros, sympas, ils bossent, et donc tu as envie de bosser avec eux. Voilà, c'est important. Voilà. Et puis je suis président, je suis pas. Il y a un directeur général, il y a une équipe. Et voilà, et je trouve que ça donne un regard, une vision différente. Alors c'est hyper exigeant, hein, parce que c'est une deuxième boîte à gérer, même si ça tourne au quotidien. Donc c'est un vrai engagement personnel, mais le bilan, le bilan est positif, et je suis sûr que je regarde ma propre boîte avec un regard un peu différent, parce que je vois des gens, parce que j'échange, parce qu'on contribue. Et puis on est dans une période pas simple quand même, donc c'est intéressant. La période, on aimerait qu'elle soit plus favorable. Mais tu vois aussi des choses intéressantes. On pousse des sujets. On se rend compte qu'on est écouté par les pouvoirs publics. Voilà, donc tout ça fait que ça m'a attiré. Et je le regrette pas. Tu as eu une rupture, toi, vraiment ? Alors tu disais qu'on s'y prépare pas. Tu as appris la différence entre le métier d'investisseur et de dirigeant finalement en devenant. Ouais, en fait, c'est une... je me rappelle toujours, c'est des anecdotes, hein, mais on avait un COMEX, comme dans toute boîte. Et puis, un jour, le fondateur, COMEX d'après, il a passé la main, c'était moi. Donc, je me rappelle de ça, où j'étais au même niveau que mes pairs. Et puis, le lendemain, tu te retrouves à animer tes pairs. Ah, ça m'a marqué, parce que il faut que tu prennes un costume un petit peu différent. Tu dois gérer des gens qui auraient bien aimé être à ta place. Donc voilà, donc effectivement, ça a été des choses parfois un peu délicates. Après, ce que je pense, c'est que j'ai parlé tout à l'heure des sujets humains. C'est une réalité. Gérer des gens, c'est à la fois des bonheurs extraordinaires. Quand les gens grandissent, évoluent, aiment la boîte, c'est génial. Toi, tu les fais grandir, c'est fantastique. Après, on vit parfois des moments difficiles. Voilà, c'est la vie d'un dirigeant. Et il faut savoir décider, il faut savoir trancher.
Et alors, sauf quand c'est tout blanc ou tout noir, mais c'est jamais tout blanc ou tout noir. Voilà, ça peut être des moments délicats et l'expérience là m'a montré qu'il faut être très humble dans la relation humaine, qu'il faut savoir décider et pas laisser pourrir des situations. Et que dans les recrutements que tu fais, au-delà je ne parle pas des jeunes, hein, mais d'un certain âge, tu te trompes dans la moitié des cas. Ou si tu veux être positif, dans la moitié des cas, tu réussis. Mais voilà, tu vois, donc c'est un art complexe. Après, ce qui me marque aussi, et c'est sans doute aussi lié à ma taille, qui est une taille de TI en fait, c'est pas énorme, mais c'est quand même 140 personnes. Donc c'est quand même, puis on l'a dit tout à l'heure, c'est pas toujours des gens faciles à gérer. C'est qu'en fait, c'est jour et nuit, quoi. Non pas au sens je travaille jour et nuit, parce qu'on est des humains, mais moi je sais pas comment, enfin je crois pas qu'il y ait beaucoup de dirigeants qui soient capables de rentrer le soir à 20h et de passer carrément à autre chose. Enfin sinon ils sont très très forts. Moi je suis pas de cette catégorie-là. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt, personnellement, familialement, à vivre avec ça. Tu vis avec ça. C'est pas pour ça que tu fais d'autres choses, hein, pas d'autres choses. Mais c'est dans ta tête tout le temps. Et que tu as beaucoup de sujets dans ta tête. Il faut être prêt à ça. Donc tu travailles pas plus, parce qu'à un moment, tu as une limite physique. Mais tu as toujours un truc dans ta tête. Et tu as plutôt des problèmes qui te remontent que les bonnes nouvelles. Voilà. Après, la satisfaction, c'est les gens que tu fais grandir. C'est effectivement ta croissance, des projets. Puis le fait d'agir, enfin, tu vois, de pouvoir agir, de pouvoir... Ouais, c'est un rôle dans lequel on a un impact qui est direct, donc ça apporte énormément de satisfaction, je pense, quand tu réussis des projets, effectivement quand tu recrutes des bonnes personnes, quand tu vois se développer un business, j'imagine dans ton rôle d'investisseur, les bonnes histoires entrepreneuriales. Et le constat est que finalement la coupure et l'équilibre entre vie perso, vie pro n'existent plus, et que effectivement tu vis constamment, tu es toujours le patron d'eux, quoi. Et quand tu rentres chez toi. Et ça, il faut en être conscient, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, ce qui est très respectable, et au-delà des qualités professionnelles des uns et des autres. Donc, tu te rajoutes quand même une pression supplémentaire. Quand tu fais une erreur, j'imagine que finalement l'impact de l'erreur pour tes clients est peut-être l'industrie dans laquelle la sensibilité est la plus élevée. Si tu fais perdre de l'argent à tes investisseurs, je pense qu'en plus tu dois vivre avec cette... Alors tu as complètement raison. Moi, il y a un truc qui me drive fort, enfin on a parlé de l'humain, c'est effectivement, moi je me sens, c'est normal, hyper responsable de l'argent qui nous est confié. Parce que tu te rends compte quand même, quand quelqu'un, enfin tu sais, je le dis à ceux qui nous écoutent, mais quand quelqu'un fait un chèque de 500 000 balles, d'1 million, 5 millions, 10 millions, 30 millions dans un fonds, c'est entre guillemets un chèque en blanc. C'est-à-dire après il dit, monsieur, je vous confie la gestion pendant 10 ans. Après, ok, si ça se passe pas bien, mais enfin, il peut retirer, mais enfin, il est quand même embarqué, quoi. Et donc oui, je te confirme. Moi, j'ai deuxième chose qui me drive, c'est que je veux que mes clients soient contents. Alors, après, tu as des perfs, tu as l'environnement, etc. Mais un client doit gagner de l'argent. Un client doit avoir le rendement pour lequel il a investi. Un client doit savoir ce qui se passe. Bonne nouvelle et moins bonne nouvelle. Voilà. Et ça, moi, ça m'anime. Moi, ça m'anime parce que c'est vraiment... enfin, on est tous animés par nos clients. Tu es animé par tes clients, ta boîte. Moi, après, je parle de ma boîte parce que c'est que je connais celle-là. Mais c'est vrai qu'il y a un chèque derrière. Donc, il y a un enjeu de performance. Et puis, ce qui est jamais simple dans notre business, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, très humblement, moi, aujourd'hui, je suis dans des comités d'investissement, je participe aux décisions. Mais honnêtement, c'est mes équipes qui font les deals. C'est mes équipes qui vont les chercher. Donc c'est sur eux que repose la responsabilité de faire la perf. Enfin, moi, mon job, c'est d'avoir les bonnes personnes, de m'entourer, d'avoir la bonne organisation, les bonnes procédures, etc. De gérer les risques, bien sûr. Mais je n'ai pas tout en main. Et donc, c'est une des difficultés de ce métier. Quand tu es dirigeant d'une plateforme, d'arriver quand même à se dire, voilà, je respecte bien cet engagement, cette feuille de route, sur lequel on se sent très redevable. Parce que toi, nous, chez Syparex, on a plus de 200 clients, plus de 200 investisseurs qui nous confient de l'argent. Là-dedans, il y a 30% d'institutionnels, il y a 70% de familles. Et il y a des familles entrepreneuriales que personne ne connaît, puis d'autres qui sont très connues. Et voilà. Mais moi, que ce soit 100 000 balles ou 10 millions, je me sens responsable de chacun. Voilà. Oui, donc c'est vrai. C'est vrai que c'est un point. Chaque job a ses spécificités, mais ça, c'est une forte caractéristique de ce métier.
Tu te formes encore? Alors apprendre, bien sûr, apprendre. Ce qui est top dans ce métier, c'est qu'il change tous les jours, donc il faut surtout pas se déconnecter en fait. Hein. Et tu vois, moi, je pense qu'un dirigeant, d'abord, il doit se dire en quoi je peux aider ma boîte et mes équipes à créer de la valeur, et en quoi il faut que j'arrête d'intervenir parce que ça sert à rien. C'est du contrôle qui est pas utile. Et la frontière est pas toujours simple. Donc ça, c'est un point. Après, apprendre. Et c'est pour ça que moi, j'apprends aujourd'hui. Alors, oui, je n'ai pas suivi des formations, si c'est la question. Je n'ai pas le temps. Je me sens plus ouvert à ça. En revanche, j'apprends de deux choses. D'abord, j'apprends beaucoup de mes équipes, parce que je suis dans les comités d'investissement. Donc, je suis des deals, alors à la fois pour donner un avis, mais aussi pour voir comment les choses évoluent. Parce que le deal, comme on le fait aujourd'hui, mais par rapport à il y a 3 ans, mais ça n'a rien à voir. Et donc, dans 3 ans, ça sera encore différent. Donc, il faut comprendre ça. Et puis, France Invest m'a appris plein de choses. Je vais donner un exemple. J'ai jamais été un grand spécialiste de tout ce qui était environnement réglementaire, des fonds. Enfin, c'était jamais le truc majeur pour moi. Il a fallu que je m'y colle, quoi, alors sans devenir un technicien. Mais un peu plus. Donc voilà, on a aussi ça de nos organisations professionnelles qui m'ont aussi ouvert les yeux sur un certain nombre de sujets. Enfin, on pourrait parler de la CSRD, par exemple, pour donner un mot, un nom. Donc voilà. Donc moi, j'apprends aujourd'hui comme ça. Puis j'apprends aussi d'une chose. Parce que là, les années passent, peut-être que la sagesse nous envahit, j'en sais rien. Moi, dès que je vais quelque part, je me dis, je vais apprendre un truc. Quand je vais à une réunion, quand je vais... J'ai pas beaucoup à des conférences, j'ai pas beaucoup de temps, mais quand je suis dans un conseil, j'apprends. Voilà, et j'essaye toujours de retirer un point, une idée que je vais pouvoir déployer dans ma boîte. Je raisonne toujours comme ça. Et il y a des choses que j'ai faites dans Ciparex, que j'ai copiées à l'extérieur. Moi, je suis pas un intuitif à me dire des choses que je sens. Mais il y a des choses que j'ai vues et que j'ai mis en place. Donc ça, je pense que c'est hyper important de voyager, d'aller voir des concurrents, etc. Bon. Après, la fameuse solitude du dirigeant et comment on est avec les autres. Alors moi, j'ai une chance, c'est que dans ma structure capitalistique, nous, on contrôle l'équipe. Je parlais des 25 associés là tout à l'heure. On a 60% du capital et puis on a 40% du capital qui est détenu par un holding dans lequel on a des industriels et dans lequel on a des financiers. Mais c'est des grands groupes. C'est Michelin, c'est Seb, c'est Mérieux, c'est Dassault, c'est La Poste, c'est Crédit Agricole, c'est Somfy, c'est MACSF, enfin des grands noms. Et j'ai un président, qui est une sorte de président de conseil de surveillance, pour faire très simple, qui s'appelle Yves Chapeau, qui est le co-gérant du groupe Michelin. Et donc je ne suis pas seul. Alors, il n'est pas dans les deals, ce n'est pas son sujet. Mais les sujets humains, les sujets de développement, les sujets qu'on ne peut pas évoquer comme ça avec son collaborateur parce qu'on parle d'autre chose, moi j'ai ce miroir. Et je crois énormément aux structures de gouvernance bicéphale. Quand chacun est à sa place et quand il y a de la transparence, du respect, de l'information, c'est top. Moi j'ai un président de conseil de défense, il est industriel, il est international, il a vécu dans plein de pays du monde. Il a un parcours qui est opposé au mien, ou j'ai un parcours opposé au sien, mais c'est hyper riche. C'est hyper riche. Et c'est une chance. Et chacun est à sa place. Il y a une condition, c'est qu'il faut qu'il sache tout ce qui se passe au niveau des enjeux majeurs. Voilà. Et donc moi, je crois beaucoup, beaucoup à ça. Et je crois beaucoup aux structures de gouvernance. Parce que la gouvernance, c'est structurel. Ça donne des points de rendez-vous obligatoires, réguliers. C'est bien les contacts informels. Mais ça, je pense que c'est extrêmement fort. Voilà. Quand on regarde les autres... Oui, alors, est-ce que je suis celui qui arrivera le matin toujours avec le sourire? Je ne suis pas sûr que je sois bâti comme ça. Voilà, après, on est comme on est. En revanche, moi, il y a une chose que je fuis, c'est la politique. Chez Ciparex, il n'y a pas de politique, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de jeu. Après, il y a bien sûr de la concurrence entre les gens, parfois, parce que c'est la vie. Mais voilà, moi, c'est vraiment des choses qui ne m'intéressent pas. C'est la performance, c'est que les gens soient... Désolé, je reviens sur le mot « content », qui est un peu simpliste en français, mais voilà, qu'ils soient bien dans leur fonction. Voilà, et après, c'est sûr qu'on s'attache aux gens. Je pense qu'on a tous... on ne peut pas faire ce métier sans être un peu affectif ou émotif. Moi, j'y crois pas. Enfin, je ne crois pas à la froideur, mais c'est pareil dans le tien. Il faut aimer les gens avec qui on bosse, quoi. Sinon, ça va... Voilà. Mais après, il faut garder de la rationalité, voilà, de l'objectivité. De l'objectivité et trop d'affectifs ou trop d'émotifs est destructeur. Donc, il faut garder ça. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et puis, arriver à déléguer, enfin, tu as connu ça, toi qui as connu une très forte croissance. C'est dur de gérer ces paliers de croissance. C'est très dur de gérer ces paliers de croissance. Qu'est-ce que je lâche?
qu'est-ce que je garde, quel est mon rôle demain, c'est quoi ma valeur ajoutée, où est-ce que je suis bon, où est-ce que je suis pas bon, est-ce que mes bons collaborateurs d'avant sont encore les bons de demain, enfin voilà, des choses que chacun pourrait dire, mais qu'on vit vraiment à notre échelle et en toute humilité. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent, tes sources d'inspiration? Écoute, des gens, des choses, l'histoire, la musique, enfin voilà, est-ce que... Ouais, alors moi j'ai... bon, d'abord j'ai la chance d'avoir une famille nombreuse, donc, voilà, j'ai 5 enfants, donc j'en suis fier, et c'est évidemment un élément, enfin en tout cas pour moi, important. Voilà, donc ça m'a aussi occupé dans ma vie, parce qu'on ne peut pas tout faire. Non, après, moi j'ai eu 2 choses. J'ai eu des dirigeants qui m'ont inspiré. J'ai des modèles de dirigeants qui m'ont inspiré. Et à l'époque où j'étais pas patron, je pouvais pas rester dans une entreprise si j'avais pas un immense respect pour le dirigeant que j'avais au-dessus de moi, parce que je crois que dans la vie, moi c'est toujours ce qui m'a aussi beaucoup drivé, c'est d'avoir... C'était pas d'être toujours calife à la place du calife, c'était pas tellement ça. Mais c'est de dire, waouh, ce qu'il fait lui là, c'est top, j'aimerais bien faire pareil. Et d'être un peu drivé par des gens, on se dit, tiens, ils sont meilleurs que moi, ils sont très bons, et j'ai envie de leur ressembler, ça me drive. Donc ça, c'est important. Et j'ai parlé de mes présidents de conseil de surveillance, et qui sont des gens qui m'ont marqué dans ma vie, et qui m'ont peut-être un peu façonné, qui m'ont aidé, qui m'ont rassuré. Après, bah voilà, moi j'ai des plaisirs simples. Hein. Voilà, je suis plutôt un homme de la montagne ou de la campagne, donc voilà, j'ai pas mal de présence dans ces régions-là. J'ai mes origines rhône-alpines quand même, hein, donc qui sont en moi. Voilà, et puis oui, j'aime bien l'écrit. Moi, j'aime bien le beau d'abord, en général. J'aime bien le beau. J'aime bien les belles choses. Et j'aime bien la belle écriture. Non pas que j'ai un don personnel pour ça, mais j'aime bien la belle écriture. Voilà, alors, j'ai lu presque tous les bouquins de Zweig, par exemple. Je dirais ça parce que j'ai toujours été très fasciné par la vie de cet homme. Et même si sa fin a été épouvantable, mais par ce qu'il a fait, par cette dimension internationale à son époque, par ses bouquins, par ses récits, par cette richesse intellectuelle. Enfin, ça m'a toujours... j'ai toujours trouvé ça assez extraordinaire. Voilà, et puis bien sûr, j'aime bien la musique. Voilà, donc des plaisirs simples. Puis bon, je suis rhône-alpin, donc évidemment, quand on est rhône-alpin, on aime bien la montagne. On partage ça. Merci beaucoup, Bertrand, pour ta spontanéité, ton partage, et d'avoir trouvé le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Merci Bertrand, au revoir. Merci Arnaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode, parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.